front, c'est actuellement l'une des périodes les plus difficiles. Les Russes semblent avoir rassemblé tout ce qu'ils avaient pour leur saison offensive estivale. L'état-major constate, même au mètre près, l'avancée incessante de l'ennemi, qui ne compte absolument pas sur des pertes qui arrêteraient n'importe quelle armée au monde. Notre Andriy Tsepienko a parcouru une grande partie du front pour montrer ce qui s'y passe réellement et ce que les canons qui ont tiré pendant la guerre de Corée ont à voir avec cela. Les équipements britanniques détruisent l'armée de Poutine près de Kupiansk. Les artilleurs de la 116e brigade l'apprécient pour sa fiabilité et sa précision. Un coup direct sur le T-90. Un maximum de 5 obus est utilisé pour la cible. Malgré l'efficacité des armes occidentales, la situation près de Kupiansk est devenue très compliquée après que les forces armées ont été contraintes de transférer dans la région de Donetsk l'une des unités d'assaut les plus aptes au combat, la 95e brigade amphibie. Il était censé sauver Toretsk de la menace de capture et les parachutistes ont jusqu'à présent réussi cette tâche. Mais l'ennemi, profitant du moment, s'avança dans la région de Kupiansk, capturant le village de Pishan. Étant donné que les Russes disposent de nombreuses forces déployées dans cette direction, l'artillerie est obligée de travailler spécifiquement sur l'infanterie. Le travail de l'artillerie dépend maintenant de la capacité des Ukrainiens à tenir cette direction. Le canon AC-90 a couvert une position cachée des occupants qui se préparaient à avancer. Nous ralentissons le rythme du renforcement des effectifs pour les empêcher de lancer des assauts. La division des armes fabriquées en Grande-Bretagne a jusqu'à présent réussi. Seulement quelques minutes en position et voilà que le canon est déjà caché dans l'abri. Mais dans la zone voisine, l'ennemi a avancé en coin vers l'ouest et s'est rapproché de la rivière Oskil, dans le but évident de couper les artères logistiques des défenseurs ukrainiens. En général, nous tirons sur l'infanterie et son artillerie nous tire dessus. L'offensive russe se poursuit presque tout au long du front oriental, avec les points les plus chauds près de Chassivyar et Toretsk, et la situation la plus grave près de Pokrovsk, qui est tenue par la 110e brigade et d'autres unités. Que pensez-vous de la situation en général? Dieu seul le sait. Honnêtement, c'est nul, ils avancent. Dans l'agglomération de Toretsk, les occupants occupaient une partie du village de New York. Ils détruisent l'usine locale de phénol depuis les airs, réalisant qu'elle peut devenir un bastion à long terme de la défense ukrainienne. Mais la direction du coup principal des Russes reste l'autoroute Kostiantynivka-Pokrovsk, qui est appelée la route de la vie pour l'ensemble du groupe ukrainien dans le sud de la région de Donetsk. Nous avançons maintenant sur la route Pokrovsk-Kostiantynivka que les occupants veulent couper quelque part dans cette zone. Il leur reste littéralement 5 ou 6 kilomètres et malheureusement, les plans que l'ennemi a élaborés sont tout à fait réalistes. Les défenseurs de Pokrovsk pensent que l'ennemi prévoit d'atteindre la route en 3 mois. Il reste donc environ 3 mois jusqu'à l'automne, lorsque les pluies commencent. Les tankistes de la 110e brigade, des hommes aux nerfs d'acier ne permettent pas aux Russes d'avancer plus loin, malgré les bombes qui tombent à proximité. Comme ça battait, la terre tremblait. Aujourd'hui, c'était quelque chose. Le chef d'état-major d'un bataillon de chars a perdu un bras à la guerre, mais il ne quitte pas son unité, parce que le front manque cruellement de soldats expérimentés. aujourd'hui, très peu de nos unités sont présentes pour tenir la ligne. Il est difficile de tenir avec de telles forces. Cependant, malgré le manque d'hommes, la 110e brigade parvient à ralentir le mouvement de l'ennemi près du village de Vozdvijenka. L'action de notre brigade a permis de stopper l'avancée de l'ennemi. Puis l'ennemi s'est mis à la recherche d'un autre point faible près de Pokrovsk. Les Russes s'emparent du village de Prores et traversent la rivière Vovcha, où les Ukrainiens ne parviennent pas à prendre pied. Plusieurs unités de la 31e brigade des forces armées ont failli être encerclées. Seul l'héroïsme des soldats ukrainiens et la chance en première ligne ont permis à nos troupes d'échapper à l'anneau que l'ennemi s'apprêtait déjà à refermer. Ils tentent à présent d'aligner la ligne de front afin de concentrer leurs forces en vue de l'attaque. Ils ont commencé à fournir davantage d'équipements et de personnel à Progress. Nous voyons bien qu'il y a une menace, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose pour aider car nous sommes à bout de souffle. Cependant, la crise oblige les soldats à trouver une issue. Cette semaine, la 110e brigade a abattu un avion d'attaque ennemi Su-25. L'équipe de défense aérienne de la brigade appelle cette zone le triangle Pokrovski, où les avions ennemis disparaissent.
Si je ne me trompe pas, c'est le 31 avions abattus, Su-25. C'est-à-dire que la brigade d'infanterie a déjà abattu 3 escadrons. La forêt de Serebriani est la seule zone du front ukrainien où les forces de défense ont jusqu'à présent réussi à renverser la situation en leur faveur. Le groupement ukrainien, composé de la brigade Azov, du bureau du commandant de la réaction rapide, du service national des gardes-frontières et d'autres unités du ministère de l'Intérieur, a forcé les Russes à fuir leurs positions avancées. Azov, ils progressent normalement ici. Les nôtres aident également. Afin de regagner le terrain perdu, les occupants ont tenté de mener une opération spéciale en encadrant les gardes-frontières en uniforme ukrainien. Nous avons remarqué le mouvement de l'ennemi. Mais les mouvements de l'ennemi se faisaient avec les mêmes rubans bleus que ceux que nous avions trouvés sur les uniformes, et les uniformes étaient conformes à notre modèle. Ukrainienne. L'ennemi ressemblait exactement à ces gardes-frontières avec des rubans bleus sur leurs pixels. Ce sont d'ailleurs ces mêmes combattants qui tiraient sur les occupants rusés à l'aide d'un lance-roquettes multiple. Une force meurtrière, pour ainsi dire. Il semble petit, mais il montre son meilleur côté. Les frappes de ces mini-MLRS ont constitué une surprise désagréable pour l'ennemi en raison de leur précision et de leur puissante charge incendiaire. Précision. Vous pouvez tirer ici et un projectile tombera sur votre cible jusqu'à 50 mètres de distance. Les gardes-frontières de la forêt de Serebriansk ont réussi à tirer même des obusiers américains M101 près de l'ennemi. Et ceux-ci, malgré leur âge vénérable, ont forcé l'ennemi à battre en retraite. Ce canon a été fabriqué en 1948. Il n'a donc pas vu la Seconde Guerre mondiale, mais il a certainement vu la guerre de Corée. Mais même ici, dans notre guerre, dans la forêt de Serebriansk, de tels objets de musée fonctionnent assez précisément. Un vieil obusier américain tente maintenant d'atteindre un abri russe caché dans les bois. Ceux-ci ont été détruits et l'abri a disparu. Les gardes-frontières, qui reprennent pas à pas la forêt de Serebriani aux Russes, disposent également d'armes qui ont combattu les M101 américains pendant la guerre de Corée. Le rare canon KS-19 à canon rayé tire lentement, mais atteint les occupants à une distance de plus de 20 km. Tous ces vieux fusils ne font partie d'aucun programme d'aide occidentale à l'Ukraine. Le service national des gardes-frontières fournit et achète lui-même ses armes à feu. Nous achetons nous-mêmes des systèmes d'artillerie modernes, historiques, rares, mais surtout, nous leur fournissons un équipement de combat suffisant pour que nos gardes-frontières, les artilleurs, puissent travailler efficacement. Et maintenant, c'est dans cette zone que les soldats ukrainiens sont non seulement capables de tenir la ligne, mais aussi de chasser l'ennemi du territoire ukrainien par tous les moyens possibles. Andriy Tseplenko, Oleksiy Osavchuk, Andriy Rubtsov, Victor Ponomarev et Serhiy Parfilov. TSN, semaine 1+1, marathon, les actualités réunies.